Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du Café numérique. Vous êtes toujours aussi nombreux à vous connecter, c'est bien, ça fait plaisir. Donc Christelle et Romain vont aborder cette fois-ci la data, avec tous les enjeux donc de la data. Vous allez recevoir à l'issue de ce webinaire donc un replay qui sera mis en ligne sur YouTube. Donc comme ça, vous pourrez regarder ça à tête reposée, le partager, le revoir. Il sera également relayé dans notre newsletter vendredi matin. Vous avez un chat en bas de questions-réponses si vous avez des questions à poser par écrit. Et voilà, comme ça, Christelle et Romain pourront vous répondre. Et puis voilà, tout en sachant que si ce webinaire vous plaît, n'hésitez pas à soutenir nos actions et à adhérer à ECF. Christelle, Romain, je vous laisse la parole. Merci à tous et bon webinaire. Merci Louis. Merci pour ton intervention. Merci à tous d'être venus encore nombreux, donc d'avoir été très nombreux à vous inscrire et d'être aussi très nombreux à participer en live à ce café numérique. Donc, on a une petite info avant de le commencer. On va aborder le challenge GPT qu'on organise au sein de CF. Romain, je te laisse en parler. Ouais, carrément. Donc, Céline et moi, donc, avec ECF, lors de notre café numérique du 4 juillet 2023, on a abordé toute la partie intelligence artificielle avec tout ce qui est IA générative, donc grosso modo ChatGPT, hein, qui est bien connu depuis le début de l'année. Les cabinets ont commencé à s'emparer de cette technologie timidement pour le début, s'en sont vraiment emparés depuis les derniers mois. Et du coup, lors de ce webinaire, on a abordé vraiment toute la partie découverte, prise en main et premier cas d'usage et d'utilisation. Comme ce webinaire a eu beaucoup de succès, on a eu l'idée par la suite d'organiser un petit challenge ChatGPT. Donc, c'est ECF qui organise ça. L'idée, c'est de faire découvrir un petit peu les usages que les collaborateurs, collaboratrices ou les experts comptables au sein des cabinets ont pu être mis en place. Donc, n'hésitez surtout pas, que vous soyez collab, expert comptable, dirigeant ou même comptable en entreprise. Si vous avez pu utiliser ChatGPT dans votre cabinet, dans votre entreprise, de façon intelligente, avec des cas d'usage assez intéressants, n'hésitez pas à concourir au challenge. L'idée, c'est de faire remonter un petit peu tout ça pour le faire partager au plus grand nombre. Voilà, donc l'inscription, ça a déjà commencé, c'était depuis le 27 septembre. On s'est donné, septembre, octobre, novembre, on s'est donné un gros Jusqu'au mois et 15 demi, on va novembre. dire, Ouais. pour challenger. Donc, n'hésitez pas, c'est assez simple pour s'inscrire à un nom, prénom, mail. Et puis, soit de la vidéo si vous avez envie de nous faire partager ça en vidéo, soit du texte, soit simplement votre prompt, soit des captures d'images, des captures d'écran qui pourront nous donner un petit peu ce que vous avez fait. Voilà. Donc, participez en masse. Comme ça, on partagera. À l'issue, on organisera un autre webinaire pour désigner les grands vainqueurs et partager les bonnes pratiques. Alors, on débute donc notre café webinaire autour de la data. Donc, on va aborder différents points. Donc, on va d'abord aborder ce qu'est la data de manière générale. Ensuite, on va aborder la définition et les différentes typologies de la data, ainsi que ses sources et ses origines pour les entreprises. Donc là, ce sera sur le point de la diversité de la data. Ensuite, les opportunités de la data pour notre profession comptable. On va aborder plusieurs cas pratiques, quatre, essentiellement à partir de Power BI, donc des tableaux de bord qu'on a construits, Romain et moi-même. Et ensuite, on abordera les défis liés à la data pour la profession. Et un petit point de questions-réponses. L'idée, c'est les questions-réponses, de les faire peut-être au fur et à mesure parce que je pense qu'on va être déjà short en termes de temps. 45 minutes, ça va être dur de le faire tenir. Donc, n'hésitez pas à échanger en même temps. Si vous avez des questions, posez-les et on regardera au fil de l'eau. Romain, à toi de Vous êtes jouer. prêts? Alors, ceux qui sont en ligne, on est combien là? On est 100... 148. 148. Donc, il y en a peut-être certains ou certaines qui vont reconnaître de qui on parle en voyant cette image.
Donc, on voit, alors je ne vais pas parler de la demoiselle à gauche, je vais parler du monsieur à droite, donc Jon Snow. Mais Jon Snow, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas qu'une légende, c'est aussi, Christelle, si tu peux me passer la slide d'après, voilà, un médecin anglais dans les années 1800 qui a été reconnu pourquoi? En fait, à côté de la partie médecine, il s'est retrouvé, ce médecin, à Londres face à une épidémie de choléra. Donc, cette épidémie de choléra, elle a commencé à tuer pas mal de monde et personne ne savait trop comment résoudre cette épidémie pour sauver le maximum de vies. Donc, un jour, il a un peu pété un câble. Il est allé dans une bibliothèque. Il est tombé sur un plan de la ville. Alors, il a pris un plan au pif, hein. Et ce qui était assez rigolo, c'est que c'était un plan avec, sur lequel apparaissaient tous les puits de la ville de Londres. Et sur ce plan, il s'est mis à faire des petits dessins. Donc, un petit trait pour là où il y avait un ou deux morts. Un trait un peu plus gros quand il y en avait 5 ou 6. Un trait beaucoup plus gros quand il y en avait plus d'une dizaine. Et il s'est rendu compte, grâce à ce dessin, que il y avait une espèce de corrélation en fait entre les décès qui avaient été répertoriés et la localisation des puits. Alors, Christelle, si tu peux montrer sur le slide d'après. Voilà, ça c'est la vraie image de l'époque. Alors effectivement, peut-être que sur cette image-là, ça se voit pas trop, mais à l'époque, ce dessin du coup lui a permis de se dire, eh mais attends, les morts ils sont vraiment géolocalisés par rapport à la présence de certains puits. Donc du coup, il allait voir ses autres potes médecins en mode, écoutez, regardez, apparemment il y a une corrélation entre la présence de certains puits et le nombre de décès. Donc du coup, ils ont fermé l'accès à quelques puits et en l'espace de quelques jours, ils ont pu complètement terminer l'épidémie de choléra. Voilà. Donc, cette corrélation, il a trouvé comment? Il a pu la trouver, grosso modo, en superposant deux types de données. Donc, un, la présence des puits dans la ville, et de deux, les nombres de décès suite au choléra. Et c'est vraiment cette corrélation, cette juxtaposition de données qui avait a priori rien à voir, qui lui a permis de trouver ce qu'on appelle un insight, quand on parle de données financières, et trouver une solution à une problématique qui était réelle. Voilà, donc un cas d'usage, découverte de la data visualisation. Merci Romain. Donc, la data, on en entend de plus en plus parler. Aujourd'hui, on constate une croissance notamment exponentielle des données disponibles. Chaque jour, on produit 2,5 quintillions de bits de données. Alors, des quintillions, c'est 18 zéros derrière le 2,5 en fait de bits de données. Donc, la data, c'est vraiment alimenté par plein d'éléments. Donc, c'est notamment toutes les données disponibles sur les réseaux sociaux, les objets collectés, les transactions en ligne, les datas financières, les datas démographiques, comportementales. C'est vraiment toute une masse de données et en fait, elle désigne en fait des faits bruts et des informations. Et à partir de ces informations et de ces données brutes, on va pouvoir ainsi les transformer en format numérique, donc obtenir des données chiffrées afin d'analyser, d'interpréter et de prendre des décisions du fait de la data. On a donc une croissance exponentielle des données, comme on vient de le voir. Ça concerne essentiellement ça concerne tous les domaines, tous les secteurs d'activité. C'est pas uniquement basé à la comptabilité ou à la gestion. C'est également basé sur toutes les données de relations clients, enfin de commercialisation, de ce que je disais avant, comportement opérationnel, processus au niveau de l'entreprise. Et on constate actuellement une transformation des entreprises, une transformation donc digitale des entreprises, et les outils sont de plus en plus basés sur la data. Et les outils sont d'ailleurs au cœur de cette transformation. D'ailleurs, comme vous le savez, notre congrès d'ailleurs de l'Ordre des experts comptables qui s'est tenu la semaine dernière à Montpellier était justement autour de la data et de la facture électronique. Et donc la facture électronique qui comportera pas mal de data à exploiter par les entreprises. Quelques définitions donc et typologies de la data. Donc comme je le disais juste avant, on a la data financière. Donc c'est par exemple concernant nous notre domaine d'intervention, le bilan, les comptes de résultats, les flux de trésorerie, les soldes intermédiaires de gestion, les coûts, les revenus. La data comportementale, donc qui vise essentiellement
les actions, les interactions et les préférences des utilisateurs ou des clients. Ça peut être par exemple des habitudes d'achat, des parcours de navigation sur un site web, des commentaires sur des produits. De la data opérationnelle, donc ce sont essentiellement des informations sur les processus internes et les opérations d'une organisation, telles que en entreprise la logistique, la chaîne d'appro, les données issues de la production, des heures de fabrication, des quantités fabriquées et d'autres données, et toutes les autres typologies de data, telles que la data technologique, qui est basée sur les informations, sur les systèmes d'information, les réseaux et les infrastructures. La data démographique, qui nous renseigne sur les caractéristiques de la population, comme l'âge, le sexe et par exemple la profession. Et la data géographique qui nous situe donc dans le temps. Comme le souligne Kochkin, qui est un digital et expert en analytique, n'importe quel chiffre qui a le potentiel pour être utile et donc une donnée et donc une data, une source d'information permettant d'analyser et d'interpréter et de prendre des décisions à partir de celle-ci. Les sources et origines de la data en entreprise, peut-être Romain, je te laisse reprendre la main. Ouais, attends, je vais juste faire un petit clin d'œil sur la Yes. séquence, s'il te plaît. Une petite histoire pour montrer l'importance de la data et de ce qu'on peut trouver comme insight de temps en temps. Donc, c'est l'histoire d'un père de famille aux États-Unis qui, du jour au lendemain, se retrouve bombardé de publicité sur son ordinateur pour tout ce qui est, tout ce qui est petite enfance, naissance, couche, biberon, vêtements de bébé, etc. Donc, il ne comprenait pas et au bout de quelques semaines, il pète un peu un câble. Il va au supermarché, au magasin dont sont issues les publicités. Et donc là, il explique un petit peu la problématique. Il leur dit, bah, écoutez, ma femme, elle n'est pas du tout enceinte, donc arrêtez de m'envoyer des pubs, j'en ai absolument pas besoin. Ils font monter ça aux développeurs. Et une ou deux semaines plus tard, ils renvoient une réponse. Ils leur disent, bah, écoutez, monsieur, on est désolé, mais le navigateur web chez vous, il y a une navigation, il y a un comportement de quelqu'un, d'une femme enceinte. Voilà. Donc du coup, le père de famille, du coup, réfléchit, on parle avec sa femme, et pas du tout. Pas du tout, en fait, c'est leur fille adolescente qui est enceinte, qui ne savait même pas. Voilà, donc personne ne savait, la fille elle-même ne savait pas qu'elle était enceinte, mais pourtant, sans savoir, son comportement de navigation sur Internet avait modifié. Et les algorithmes, les intelligences artificielles qui détectent un petit peu les usages et les comportements ont pu déceler qu'elle avait le même comportement d'une femme enceinte et donc lui proposer des publicités en fonction de ça. Voilà. Donc Et donc, attention, typiquement, là, c'est la data comportementale. c'est ça, exactement. Donc si de temps en temps vous voyez des publicités qui changent un petit peu de comportement sur vos boîtes mail, posez-vous des questions. Vous posez des questions à vos enfants. Alors, les sources et origines de la data en entreprise, donc elles sont multiples et variées. Donc, tout d'abord, nous, la donnée financière sur laquelle nous intervenons. Ensuite, toutes les données des transactions commerciales, donc les données issues des ventes, des achats, des facturations, des paiements. Donc, toute cette donnée est disponible notamment dans les CRM ou les ERP. Les interactions clients, donc c'est notamment les comportements des utilisateurs, leurs préférences, leurs commentaires qui génèrent ainsi d'importants volumes de data. On a tout ce qui est lié au processus interne, donc c'est notamment la data autour de la performance sur les processus quotidiens, sur les coûts, l'efficacité des processus de production, par exemple de logistique, la gestion des ressources humaines. Les data donc liées aux communications, on les oublie souvent, mais tout ce qui est données issues des emails, des réunions, des appels téléphoniques, en fait, toutes les interactions et les communications qu'on a au quotidien, en fait, elles sont une source importante de data et en fait, on les exploite malheureusement pas suffisamment. Au niveau des partenaires et fournisseurs, donc les interactions avec les différents partenaires de l'entreprise, donc informent notamment sur la chaîne d'approvisionnement et les relations d'affaires, donc
Ça peut être la data issue, par exemple, des commandes, des livraisons et des différents contrats. Et enfin, on a les objets connectés et les capteurs, donc qui concernent donc les équipements de production et les capteurs disponibles sur les machines. Donc, à partir de toutes ces données, en fait, on a une riche mine d'informations et en fait, on peut ainsi avoir un avis enfin, un œil sur les performances réalisées par l'entreprise. Donc, d'où la petite phrase, chaque action et chaque transaction crée une empreinte digitale qui est une source précieuse de data à exploiter. Romain, quelque chose à ajouter? Ouais, surtout, n'hésitez pas à discuter avec vos clients des données qu'ils ont déjà ou comment dire, de toutes les sources de données qu'ils peuvent utiliser ou créer au quotidien. On pense dans un premier temps à tout ce qui est logiciel de facturation, tout ce qui est CRM, tout ce qui est outils ERP. marketing de temps en temps aussi. ERP, hein. Souvent, en tant qu'expert comptable ou cabinet comptable, on a tendance à demander simplement les factures de vente, les factures d'achat et les opérations bancaires, voire les relevés, avec tout ce qui est documents justificatifs derrière. Mais voilà, ne pas oublier que derrière tout ça, c'est in fine, une compta des achats, des ventes, c'est ni plus ni moins qu'une... Traduction financière. C'est Mm, ça, mm. c'est un peu la conséquence. On arrive souvent en bout de chaîne. Derrière une facture d'achat, il y a des bons de commande, il y a des devis, il y a des négociations. Derrière une facture de vente, il y a la même chose. Et encore avant, il y a toute la partie marketing commercial. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'un client a réussi à facturer 100 000 euros tel produit ou tel chantier? Derrière, il s'est passé plein de trucs. Derrière, il y a peut-être pour un chantier à 100 000 euros qui a été vendu, il y a peut-être 9 devis qui ont été refusés par les clients. Donc, souvent, on est vu en tant que spécialiste du compte de classe 6, en tant qu'expert comptable, et beaucoup moins de celui du classe 7. Ne pas hésiter à discuter voilà, avec les clients, à aller chercher toutes les informations possibles et inimaginables sur ces fameux comptes de classe 7, hein, parce que c'est vraiment souvent sur ces données-là que nous attendent les clients. Donc, pas hésiter à attaquer les données, à taper dedans et à voir ce qu'on peut en sortir. Et encore, même sur la classique, on n'est pas toujours des professionnels. Je rebondis sur ce que tu dis parce que, en fait, on n'est pas en interne dans l'entreprise. Donc, par exemple, des retours produits, on le verra pas forcément. Alors, on constatera que la marge, elle sera moindre, mais on n'aura pas l'information en amont, comme quoi il y a eu un défaut de fabrication qui a nécessité Hmm. une reproduction et qui a engendré des coûts supplémentaires. En fait, il faudra aller interroger le client. Et l'idée, ce serait vraiment d'avoir toute cette data en amont au lieu d'aller chercher à la piste, à la chasse aux infos, en fait. Cette slide, donc là, c'est la vision 360 de l'entreprise rendue possible grâce à la donnée. Donc là, c'est de démontrer qu'en fait, il est important, comme on le disait à l'instant avec Romain, c'est de combiner toutes les données et d'en analyser les différentes sources afin d'avoir une vue complète et interconnectée de l'ensemble de l'entreprise afin donc d'avoir une meilleure prise de décision et d'optimiser la stratégie de l'entreprise. Parce qu'effectivement, la donnée financière, en fait, finalement, n'est que la conséquence de d'autres données en amont. Donc, c'est important d'avoir ce qu'on appelle donc la vue intégrée. Par exemple, là, j'ai mis quelques modèles d'insight. La corrélation entre le marketing et les revenus. Par exemple, si on combine les données financières avec les dépenses de marketing, on comprend notamment et on analyse le retour sur investissement des différentes campagnes. Et ainsi, on peut ajuster les budgets en conséquence. Sur la gestion des stocks et la trésorerie, dès qu'on intègre les données financières avec les données relatives aux inventaires, on peut optimiser la trésorerie en évitant, par exemple, d'avoir trop de stocks ou on évite également les ruptures de stock qui pourraient ainsi affecter les ventes et les réduire. Les relations entre la RH et la productivité, donc c'est en associant notamment les coûts salariaux avec les données de performance financière, on peut identifier si des investissements supplémentaires en formation ou en recrutement pourraient améliorer ou non la productivité et par conséquent les revenus. Les retours produits sur la marge, dont on en a échangé juste avant, un taux de retour élevé pourrait affecter donc de manière significative les marges et donc des mesures correctives pourraient être apportées pour améliorer notamment la qualité ou la communication autour des produits. La R&D et l'innovation, donc avec la mesure de l'impact des investissements dans la R&D sur les revenus futurs, en observant notamment les tendances des ventes des nouveaux produits ou services par rapport à l'ancien portefeuille.
Donc, une fois qu'on a toutes ces données, tous ces indicateurs, en fait, à partir de cela, on pourra optimiser les opérations, donc avoir des décisions éclairées afin d'aligner notamment les plans d'action avec les objectifs stratégiques. Par exemple, on pourrait allouer un budget marketing en fonction des retours sur investissement des campagnes précédentes. Une campagne qui a fonctionné, en fait, pour laquelle on arrive à voir qu'il y a eu des revenus supplémentaires, en fait, on va réitérer l'expérience, et inversement, une campagne qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas généré de revenus, on ne la recommencera pas, on ne la remènera pas. On peut également optimiser l'allocation des ressources. Par exemple, si les données montrent que certaines campagnes marketing ont un faible retour, les ressources peuvent être dirigées vers des initiatives plus prometteuses. On peut également évaluer les risques potentiels, donc que ce soit des risques financiers, opérationnels ou réputationnels. Par exemple, les données financières peuvent montrer une augmentation de la dette combinée à des données opérationnelles, indiquant une baisse de la productivité, peuvent signaler un risque financier imminent. Donc ça, c'est l'optimisation des opérations. La détection des inefficacités, par exemple sur une analyse des processus. Par exemple, si une chaîne de prod montre régulièrement des retards à une étape particulière, ça pourrait indiquer une inefficacité à cet endroit, et donc on pourrait agir sur les processus et les améliorer pour ainsi rendre plus efficaces les processus de production. La comparaison avec les benchmarks est importante pour comparer les performances de l'entreprise avec les performances des autres entreprises du même secteur d'activité. Et ainsi, on pourrait détecter notamment les sous-performances. Et l'analyse des coûts, par exemple des frais généraux élevés par rapport aux revenus, pour indiquer une inefficacité dans la gestion des coûts. Et ainsi, ça permettrait aux dirigeants de redéfinir les coûts et d'avoir une politique stratégique autour de cet item. Et la détection des risques, pareil, qui peuvent être financiers, opérationnels, stratégiques ou de réputation. Par exemple, une variabilité financière, donc l'analyse des fluctuations financières telles que les revenus, les dépenses, les marges, peuvent aider à détecter notamment les risques financiers potentiels. Les analyses de marché en surveillant les tendances du marché, donc ça c'est typiquement externe à l'entreprise. On pourrait ainsi développer un nouveau produit ou arrêter un produit qui ne fonctionne plus suffisamment bien. La performance opérationnelle et de qualité, donc en surveillant les indicateurs opérationnels tels que par exemple les produits, les retours produits ou les défauts de production. On peut détecter les risques associés à la qualité ou à l'efficacité. Et les risques externes, donc pareil, c'est des données issues de l'environnement externe, telles que par exemple les conditions politiques, économiques et ou environnementales. On peut anticiper les risques qui ne sont pas sous le contrôle de l'entreprise. Par exemple, un État avec des tensions géopolitiques pourrait indiquer un risque pour les chaînes d'approvisionnement internationales. Et ensuite, tout ce qui est lié à la techno et la sécurité, afin de détecter les risques liés à la cybersécurité ou à la technologie. Par exemple, si on constate des anomalies dans le trafic du réseau, on pourrait penser à peut-être une tentative de cyberattaque. Et donc tout cela, ça nous amène à prendre des décisions stratégiques afin d'améliorer les process de l'entreprise, afin d'augmenter sa rentabilité. On remesurerait et on réajusterait nos plans d'action. Donc, on remesurerait à partir de la data et on réajusterait nos plans stratégiques, etc. Et en fait, c'est la boucle d'apprentissage et afin d'améliorer la rentabilité de l'entreprise. Donc, en fait, finalement, on se rend compte que toutes les données sont liées, un peu comme on l'a dans la vision du tableau de bord prospectif, donc le Balanced Scorecard, qui met en corrélation plusieurs axes de l'entreprise qui ne sont pas uniquement que la donnée financière. C'est comment on justifie l'analyse financière à partir de données autres que financières. Romain? Ouais, un petit exemple, quelque chose qui m'est arrivé l'année dernière. J'avais mon cousin qui était en stage au cabinet et on était en train de réfléchir sur tout ce qui était analyse des coûts sur les photocopieurs. Donc au cabinet, on doit avoir une quinzaine de copieurs avec des prix en noir et blanc, en couleur, en recto verso. Et du coup, je lui dis, bah, écoute, fais-moi une analyse.
voir un petit peu si ça nous coûte cher ou pas, si on peut trouver moins cher. Donc, il m'a repris les factures, il y a passé 2 heures. Il a repris les factures sur 3 ans, je crois, avec le détail pour chaque copieur en fonction de la couleur, le noir et blanc. Et en un tableau croisé dynamique, donc on s'est chopé un joli graphique. Et là, de façon très visuelle, immédiat, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a un copieur où les copies nous coûtent 10 fois plus qu'ailleurs. Bon, en fait, c'était la boîte qui nous facturait les copies, hein, notre prestataire. Bon, ils s'étaient simplement trompés, ils n'avaient pas fait exprès. Mais effectivement, depuis 5 ans, ils nous facturaient sur un des copieurs. Bah, au lieu de nous facturer ils nous facturaient les copies couleurs au prix du noir et blanc, c'est-à-dire 10 fois plus cher. Voilà. Donc, en l'espace de 2 heures de mon cousin stagiaire, on a pu récupérer, je ne sais plus, 3 ou 4 000 euros de surcoût qui nous avait été facturé et puis arrêter une surfacturation sur la suite. Voilà, donc de temps en temps, la data, on l'a pas forcément parce qu'on soit encore, ça arrive hein, malheureusement, des factures papier qui font beaucoup de pages. Donc ne pas hésiter de temps en temps qu'on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on nous facture ou de ce qu'on reçoit comme information, vraiment à traiter ces données entre guillemets papier, à les transformer, les convertir en données. Donc ça peut être du Excel hein, très simplement et analyser ça des fois en quelques minutes, quelques heures, ça peut nous permettre d'économiser pas mal de choses. Donc, savoir si effectivement les données sont pertinentes parce que si vous rentrez, si à la base de vos analyses, les données ne sont pas fiables et pertinentes, en fait, vous en ressortirez des analyses qui ne seront pas fiables et pertinentes. Complètement. Donc, il est très important de s'attacher à la qualité des données. Passons au côté pratique. Alors, je vais partager une autre. Alors, arrêtez le partage. Je vais me mettre là-dessus. Alors, est-ce que je peux repartager à nouveau ici? Partager. Est-ce que c'est bon là? Vous voyez mon écran? Ah ouais, nickel, parfait. C'est bon? Donc là, je suis sur Power BI, hein. Tu vois bien, c'est à part commercial, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est à part Ok. commercial. Ok, donc là, le tableau de bord que je partage avec vous, c'est un tableau de bord réalisé à partir de Power BI qui fait partie de la suite Office et qui est un logiciel de data visualisation. Donc là, le modèle que j'ai pris, c'est une société qui fabrique des supports marketing, qui a donc ce tableau de bord affiche plusieurs métriques relatives à 5 commerciaux qu'on voit ici. Alors, c'est des commerciaux un peu connus ici au sein de la commission numérique ECF. Et donc, divisé donc, en 5 responsables de division, on a des produits, des clients et des marges brutes. Et en fait, ce tableau de bord permet d'identifier les factures notamment qui affectent la rentabilité de l'activité de l'entreprise. Donc, comment on le lit? Alors, si je me positionne sur l'année 2022, chose déjà faite, donc on peut constater que la société ici, elle réalise un chiffre d'affaires de 89 millions d'euros versus un budget de 88 millions d'euros. Donc, voilà, on voit qu'elle a atteint ses objectifs par la jauge qui va au-delà du budget. Elle compte 88 clients, cet article, et elle a une marge brute qui est de 42,6% du chiffre d'affaires. Ici, on a un tableau de saisonnalité, donc on constate que dans l'année, la société. Alors, la question Power BI fonctionne sur Mac? Absolument pas. J'ai une virtualisation Windows avec Parallels, donc je suis obligée d'ouvrir Parallels sur mon Mac. Donc le share est assez lisse. En mars, donc cette courbe, on voit qu'en fait la courbe dépasse le revenu réel, donc le chiffre d'affaires réel, et donc on voit qu'elle a dépassé de 10% l'objectif du chiffre d'affaires. Et ensuite, bah, si je veux une analyse par commercial, donc là, pareil, j'ai la répartition du chiffre d'affaires en fonction de la géographie. Si par exemple, je veux aller voir le chiffre d'affaires de Charlotte, je me mets sur Charlotte et j'ai tous mes graphiques qui s'ajustent pour Charlotte. Donc Charlotte, par exemple, elle a 34 clients, elle a un chiffre d'affaires de 22 millions d'euros versus un budget de 23 millions. Elle a vendu 3 articles, sa marge brute est 38,5%. Donc on va analyser par exemple Romain. On voit que Romain n'a pas atteint, excuse-moi Romain, mais c'est toi dans l'exemple. Hein. Non, je t'en prie.
Donc, Romain n'a pas atteint ses objectifs en termes de chiffre d'affaires. Il a réalisé 5,93 millions d'euros sur 2022, alors que son objectif était de 6 millions d'euros. On voit qu'il n'a pas non plus, il a vendu que 2 articles et il a seulement 9 clients. Donc, on voit qu'il a plutôt basé sur une spécialisation et donc on voit notamment aussi une répartition géographique qui n'est pas voilà, ajustée, enfin, qui n'est pas répartie, pardon, sur le territoire national. On voit qu'il intervient surtout à Strasbourg. Et ensuite, on constate que suivant, si je prends par exemple que Romain ici dans ma liste, parce que si je décoche, j'ai tous mes commerciaux. Voilà. Si je sélectionne Romain, on voit qu'il a une marge brute de 47,2 au global, mais qu'il a que 35,3% à Strasbourg. Voilà. Et ensuite, on constate également que sa saisonnalité des ventes, elle n'est pas répartie dans l'année. On constate en effet qu'il a une grosse activité de novembre à janvier, février, mars. Il devait être absent en décembre parce qu'il n'a rien vendu en décembre. Non, je pense que j'ai pas remonté des données en décembre, tout simplement. Et ensuite, donc ça, c'est un tableau de bord sur le chiffre d'affaires. Et si je veux avoir un tableau de bord sur les marges sectorielles, donc là, j'ai de nouveau les mêmes indicateurs en haut pour rappel. Donc le chiffre d'affaires, le nombre de clients, le nombre d'articles et la marge brute. Et j'ai un autre fil qui me permet d'analyser les ventes réalisées auprès de clients de différents secteurs d'activité. Donc, comme ça, on peut calculer la rentabilité en fonction du secteur géographique, de la répartition des produits, parce que pareil, je peux encore de nouveau cliquer sur chaque produit et ainsi j'ai mon filtre sur chaque produit. Et ici, c'est ma répartition, mon montant du chiffre d'affaires. Par exemple, si je me mets sur tous les articles, on voit que le plus gros chiffre d'affaires, c'est la plus grosse bulle, il est réalisé sur le secteur des services. Et si je m'arrête à service, on a une marge brute de 39,6% et un chiffre d'affaires de 32 000 euros. Et on voit, suivant les chefs de service, qui réalisent le plus de chiffre d'affaires et de marge sur ce secteur d'activité. Voilà pour le premier exemple. Je vais rapidement sur l'autre parce que sinon on va dépasser. Un autre exemple qui, lui, est sur l'analyse des ressources humaines au sein de notre entreprise. Donc, j'analyse dans un premier onglet les embauches. Donc, ce graphique-là, en fait, il permet de constater les embauches par mois réalisées en N et N-1 et l'évolution des embauches des actifs de l'année N versus l'année précédente, donc 2022 versus l'année 2021. Là, c'est les embauches réalisées par code par catégorie socio-professionnelle. Et ici, on a le nombre de postes et par région. Ensuite, on a les embauches par genre, donc homme ou femme. Pareil, hein, si je veux aller sélectionner, je choisis femme. Là, j'aurai tous mes autres graphiques qui vont se positionner uniquement sur les genres femmes et ici uniquement sur les genres hommes. Et les variations des embauches par âge en fonction de N et N-1. Donc, on part de N-1 et en fait, on va jusqu'à l'évolution, jusqu'à N+1. On a la répartition, enfin la courbe des embauches en CDD et en CDI. Donc pareil, si je veux les femmes, je sélectionne les femmes et le graphique se met uniquement sur les femmes. Si je veux les moins de 30 ans, je me mets sur les moins de 30 ans. On voit qu'il y a plus d'embauches de femmes des moins de 30 ans. Voilà, ça nous permet d'avoir différents indicateurs. Deuxième onglet en poste et départ. Donc, on voit les deux graphiques. Donc, de même, les personnes en poste en N et les postes en N-1. On voit qu'il y a davantage de postes en N versus N-1. Donc, en fait, il y a une accélération, ça corrèle avec les informations du précédent onglet qui mettait en évidence le fait qu'il y avait plus d'embauches cette année que l'année précédente. On constate qu'en août 2022, là, il y a eu plus de départs par rapport aux autres mois. Je pense que ça doit être une activité saisonnière. Là, c'est la variation, enfin, la courbe des départs versus départ N-1 pour les départs en motif d'émission, licenciement. Et ça, c'est les départs
fin de contrat, donc typiquement CDD. Et puis là, on a pareil la variation des postes sur les différentes régions. Si je veux par exemple la Corse, je me mets sur la Corse et j'ai tous mes autres graphiques qui se positionnent sur la Corse, et etc. Et après, on a un autre graphique qui lui est relatif aux embauches non concluantes. Donc, ce sont des embauches qui ont été, des personnes qui sont parties dans un délai de moins de 60 jours de leur embauche. Et pareil, je peux aller sélectionner la région. Par exemple, si je me mets sur Nouvelle-Aquitaine, on peut constater que les nouvelles embauches concernent essentiellement des gens les nouvelles embauches non concluantes concernent essentiellement des gens de moins de 30 ans. Et un dernier tableau de bord qui va être peut-être plus intéressant pour vous parce que pour le coup, c'est de la donnée financière. Donc, j'ai cumulé de la data financière avec de la data issue de la facturation, donc du logiciel de facturation de mon client. Donc là, j'ai mes ventes, donc je sélectionne l'année fiscale, le mois, j'ai mon nombre de clients, le nombre de factures, les quantités vendues, les prix unitaires moyens, les quantités moyennes. Pareil, j'ai une notion de chiffre d'affaires réalisé versus le budget. Donc là, la société n'a pas atteint ses objectifs. J'ai une notion de répartition de chiffre d'affaires en fonction des différents produits que cette société vend. J'ai mon top 10 des clients. Donc, par exemple, si je veux mon produit 3, je me mets dessus et en fait, je vais avoir l'analyse de chacun de mes autres graphiques sur l'article numéro 3. J'ai le prix de vente moyen par kilo, son évolution dans l'année mensuellement, et la quantité moyenne par facture au kilo. Donc là, typiquement, si je me mets sur l'article numéro 2, qui est l'article le plus vendu par cette société, ça, je vois la progression de son prix de vente moyen de cet article. On constate notamment qu'il y a une baisse en avril 2022 du prix unitaire moyen facturé. On peut aller analyser, dire pourquoi en fait ils ont vendu moins cher en avril 2022. J'ai mon détail des factures ici. Si je me positionne par exemple en avril 2022, c'était mon produit 2. Et en fait, on se rend compte qu'ici, effectivement, j'ai vendu 900 kilos à seulement 23 euros du kilo. Voilà pourquoi mon prix moyen avait baissé sur ce mois-là et pour cet article-là. Et c'est une question de Raphaël. Oui. Quelle est la source des données utilisées dans ces tableaux, par exemple? Alors, là, dans celui-ci, c'est un FEC que j'extrais de ma comptabilité. Et après, c'est des données sur la partie commerciale. C'est toute la data que j'extrais du logiciel de facturation de mon client. Donc, j'ai toutes les factures et tous les articles vendus. Et j'ai ma base client aussi que j'exporte. Alors, l'idéal, ce serait d'avoir une API et d'aller directement pêcher les informations. Or, moi, par exemple, typiquement pour le FEC, là, je ne peux pas aller directement sur ce que je suis sur ACD. Et en fait, je suis Ouais. en ACD en demande. Et du fait que je sois en demande, en fait, ACD ne me permet pas de connecter Power BI directement au serveur pour mon cabinet. C'est ça. Et C'est pour, ça, euh, c'est ça. et pour la facturation, pareil, ce client-là utilise mon expert en gestion. Et aujourd'hui, pareil, il n'y a pas d'API ouverte, donc je suis obligée de faire un extract Excel. Et donc, j'ai mes fichiers qui sont tout simplement dans un répertoire sur mon ordinateur. Et en fait, mon tableau de bord Power BI va automatiquement aller lire les infos dans mon répertoire. Ça marche, ça marche, ça marche. Ouais. Oui, Stéphane Régnier, vivement les API publics chez ACD et les autres. Alors, ACD fait, si on n'est pas en on-demande, c'est parce que moi, je suis en on-demande et c'est pour ça que je ne peux pas me connecter via API. Sinon, c'est possible. Meg, je suis allée les voir au congrès la semaine dernière pour leur demander quand est-ce que ce serait fait. Ce sera fait un jour, quand, on ne sait pas. Donc voilà, donc ça c'était les données issues de la facturation. Ensuite, je vais plus loin, je vais jusqu'à. Alors là, la société dont je partage les données ici, bon, j'ai remodifié les données, mais c'est une start-up, donc elle a commencé à commercialiser ses produits il y a 2 ans. Donc là, je présente les billets, donc le BE, avec un écart sur les ventes, un écart sur la marge brute, l'écart sur
l'administratif finance, l'écart sur les frais de R&D et l'écart sur les salaires. On constate que le taux de marge brute est plus important versus le budget. Je dois accélérer, me dit Romain. Effectivement, il est déjà 14h12. La trésorerie, donc là, pareil, je redescends, je repars de l'EBITDA, j'ai ma variation de BFR, mon CAPEX. En fait, je justifie la variation de trésorerie mensuellement et également indicateur par indicateur et je compare le réalisé versus le budget. Si je veux avoir un détail des rubriques, alors j'ai enlevé le libellé des écritures, mais ça, c'est issu du FEC. Par exemple, je vois en écart réel budget, j'ai moins 229 000 euros. Si je vais sur les billets, hop, j'ai justifié à moins 310 des ventes. Si je vais sur les ventes, en fait, il me mettra toutes mes ventes réelles. Si je descends, par exemple, les MDC, les non dilutifs de capital, j'ai un écart de 597 000. Je constate que c'est une avance remboursable de l'ADEME. En fait, c'était un montant budgété qui n'a pas été encore été reçu à fin août. Et après, j'ai également, pour le reporting auprès des investisseurs, j'ai créé un tableau de bord qui représente l'atterrissage. Donc, c'est les données réalisées à fin août et les données du budget actualisé à fin décembre. Et ensuite, on a le cumul et on a toujours l'atterrissage versus le budget avec les écarts. La variation de trésorerie qui est très importante ici, puisqu'on on est chez une start-up, donc la trésorerie est un point important à suivre. Et puis en plus, j'ai les écarts justifiés par typologie de poste. Je m'arrête, je laisse la place à Romain pour nous présenter son tableau. Alors, attends, d'abord, quelques petites questions. Toc, toc, toc. En termes d'informations sectorielles, on va en parler juste après. Combien cela coûte à ton client? La construction d'un tel tableau de bord est assez lourde. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un client pour lequel tu factures la construction du tableau de bord et ses mises à jour? Alors, sur toutes les missions d'accompagnement, gestion, finance, parce que moi je fais de la direction financière externalisée, je facture à l'horaire à un taux de 215 euros hors taxe de l'heure. Voilà. Rien à Ok, cacher, tout l'info dispo auprès de mes clients. Donc, même s'ils passent par là. d'accord, d'accord, d'accord. Et pour la construction d'un tel tableau, on parle de combien de temps à peu près? Une heure, une journée, une semaine, un mois? Alors, si je repars sur une matrice qui existe déjà, ça peut être rapidement fait. On peut se dire une journée, c'est faisable. Parce que je vais D'accord. l'actualiser forcément parce que c'est pas la même activité. Mais là, si je reprends par exemple mon suivi de trésor et je vais juste y rajouter, enfin actualiser, mais enfin adapter, personnaliser toute la partie des données commerciales, ouais, une Oui, journée, c'est faisable. ok, ça marche. Mais Euh, après, il faut compter en plus du temps pour produire le budget. Et après, tous les trimestres, parce que moi je le fais tous les trimestres, c'est réactualiser le budget pour avoir le forecast. D'accord, ça marche. Il y a Lydia qui nous pose la question sur la différence entre Fintesis et Power BI en termes de reporting. Je ne connais absolument Fintesis. Alors, Fintesis, je crois qu'on a Raphaël Madar dans ceux qui nous écoutent, hein, qui l'utilise un petit peu. Fintesis, c'est un outil de reporting, un tableau de bord qui se connecte au logiciel comptable. Si je dis pas de bêtises, hein, parce que je n'utilise pas, mais je les connais un petit peu depuis quelques temps. Ça ressemble un petit peu à Waibi. Si les Ouais, gens... donc c'est assez limité. J'avais Wavy avant, enfin, alors voilà, je donne pas forcément, je vais pas être franche sur mon avis parce que ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, ça fait au moins 2, 3 ans. Donc je Ouais, pense qu'il a évolué, mais pour moi c'était encore trop comptable, trop fixé sur la compta. Alors que Power BI, t'en fais ce que tu veux en fait dedans. Tu mets de la donnée oui, financière, tu mets de la donnée de processus de production. Enfin, c'est nos limites en fait. Mais ok, ça marche. effectivement, Power BI, c'est peut-être un peu plus complexe parce que même si on appelle un logiciel no-code, c'est quand même pas du Mm. no-code. Il faut quand même savoir aller enfin, savoir comment fonctionne l'infrastructure des bases de données et surtout aller faire un petit peu de programmation en DAX. Mais maintenant, avec ChatGPT, tu peux quand même lui demander, lui dis voilà, je suis sur Power BI, je voudrais avoir un cumul à date versus un cumul à date de N-1, tu me fasses la comparaison, il va écris-moi cette formule en DAX, donc ChatGPT va t'aider aussi là-dessus. Oui, ça marche. Ça marche, ça marche. Et bientôt, Copilote 365 t'aidera aussi avec ça. Donc, Copilote Oui, 365 bientôt, qui carrément. viendra intégrer la suite aussi. Carrément, carrément. Christelle, donc tu es expert comptable. Raconte-nous un petit peu, parce que ça a l'air hyper complexe quand même, ces tableaux à vue de nez, et je me dis que je suis incapable de les faire juste en prenant mon ordinateur et en tapant Power BI sur Google. Concrètement, tu t'es formé comment et depuis quand?
Alors, bah moi, en fait, j'ai une ancienne expérience de contrôleur de gestion chez Saint-Gobain, donc dans les enseignes CDO. Donc, c'était 260 plus de 260 agences commerciales en France. Et en fait, tous les matins, on récupérait, je travaillais au siège, tous les matins, on récupérait les ventes des 260 agences. Donc, ça faisait de la base de données. Donc, aller taper dans de la base de données, c'est quelque chose que j'ai fait avant de travailler en expertise comptable. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours très intéressée et avec lequel je prends du plaisir à travailler. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée là. Après, j'ai suivi une formation avec Le Wagon l'année dernière, 5 jours sur Power BI. Donc, euh, donc voilà, ça a permis de me perfectionner un peu sur Power BI. Ok, ça marche, impeccable. Attends, je ferai un petit tour s'il y a des questions ou pas. Christelle, je vais te laisser reprendre la main sur les questions en cas, parce qu'effectivement, je voulais partager un petit tableau sur Power BI. Partager l'écran. Louis, excuse-moi, si tu es encore là, il faut que si tu peux m'activer le partage d'écran, si possible. Alors, Sébastien, l'OEC Nord-Pas-de-Calais, bah non, c'est pas Nord-Pas-de-Calais, c'est Hauts-de-France maintenant. Merci. Oui, organise des formations avec Françoise, qui est très très bien. Moi, j'ai fait la formation niveau 1 Power BI aussi avec Françoise Lepavec à Paris. Seulement, on n'a jamais eu la niveau 2 parce qu'il y avait un manque de participants. Mais sinon, oui, je recommande la formation organisée par l'Ordre des experts comptables Hauts-de-France. Ok, nickel, excuse-moi, c'est bon, je vais pouvoir partager l'écran. Hop là. Donc, Power BI, moi au début, je l'avais quand j'ai commencé à découvrir ça, donc c'était effectivement avec le wagon au début. Après, Power BI, en fait, ça reste un outil Office sur lequel on peut au début s'auto-former un petit peu, un peu comme on s'est souvent auto-formé avec Excel. Et moi, une chose qui me manquait énormément quand je faisais des rendez-vous bilan ou une analyse d'une compta, c'était le suivi journalier de la trésorerie. Pour un bilan, vous avez son actif passif, vous avez l'évolution de la trésor NL-1, vous avez deux chiffres, et en deux chiffres, vous êtes censé connaître un petit peu l'évolution de la trésorerie de l'année. Souvent, c'est pas forcément le cas. Et ça m'a permis, donc j'avais créé ce tableau il y a 2 3 ans, et grosso modo, alors pas à chaque rendez-vous bilan, mais franchement à bien un rendez-vous bilan sur deux, pendant le rendez-vous bilan avec le client, je vais exporter son FAQ de la compta, je vais ouvrir Power BI, je vais mettre à jour les données donc en 3 clics, et je vais avoir le tableau que vous avez sous les yeux. Vous le voyez bien, Christelle? Oui, nickel. Ok, super. Donc voilà, ce tableau-là, c'est ni plus ni moins qu'un fake. Ouais, ça, c'est un fake que j'ai importé tout à l'heure. Voilà. Et donc, grosso modo, une fois que j'ai écrit mon modèle, n'importe quand, en l'espace d'1 minute 30, je peux montrer au client son évolution de trésor. Et l'évolution de trésor, elle va me permettre à moi aussi, parfois, de donner du conseil, et de deux, de me rendre compte. Alors, c'est bien si je me rends compte avant le rendez-vous bilan, on a eu des petits loupés dans la construction du bilan. Ça m'est arrivé une fois, je faisais le rendez-vous bilan d'une architecte en BNC, compta de trésor, et en faisant l'évolution de trésor, je dis, mais attendez, vous avez encaissé comme pas possible au mois de juillet. Elle me dit, mais non, pas du tout, au mois de juillet, j'ai rien encaissé du tout. Et il y avait un 30 000 € qui était arrivé le lundi et qui était reparti le mardi. Bon, en fait, c'était pas du tout un encaisse, c'était pas du tout, comment dire, c'est pas du tout un apport en 108 et un remboursement le lendemain, comme ça avait été comptabilisé par mon collaborateur. Mais en réalité, c'était un PGE qui avait été fait. Donc, la cliente avait fait un PGE. L'emprunt est arrivé sur le compte, sur son compte d'actifs professionnel. Et en fait, elle avait mis l'argent de côté sur un compte perso pour placer l'argent le temps d'eux. On était au tout début du Covid. Elle a mis un petit peu de trésor de côté et tant qu'à faire, elle l'avait placé cet argent. Donc, voilà, cette opération qui avait été comptabilisée en 108 en tant qu'apport personnel et en remboursement le lendemain, en réalité, c'était pas du tout un apport personnel, c'était un PGE. Donc, ça a changé un petit peu la structure de mon bilan. Et du coup, j'avais en réalité vraiment un emprunt qui avait été là. Donc, ça, première chose. Deuxième chose, souvent, au niveau du bilan, on a tendance à analyser un petit peu les fluctuations et les variations d'une année sur l'autre. Là, concrètement, sur l'exemple que je vous montre, donc en haut, vous avez l'évolution donc je peux sélectionner un de mes différents comptes. Donc là, j'ai 2 comptes bancaires qui font l'essentiel de ma trésorerie, et je m'aperçois que ma trésorerie sur les grosso modo c'est un bilan 31 mars.
de avril à septembre, c'est pas du tout ma trésorerie que je peux avoir en novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc là, concrètement, mon client, je m'aperçois qu'en plus, les sous, ils sont vraiment sur ces comptes-là. On est sur du BPCA et BPVF tout au long de l'année. Je vais pouvoir lui dire, bah, écoute, sur 6 mois de l'année, au lieu d'avoir 400, 500, voire 600, voire presque 700 000 euros de trésor qui servent à rien sur des comptes courants qui sont pas rémunérés, eh ben, ouvre au moins du compte à terme. Aujourd'hui, on parle de 2-3% bloqué sur 6 mois, si je dis pas de bêtises, au niveau des banques. Le calcul, il est vite fait. 2-3% fois 600 000 euros. Vous imaginez le conseil qu'on est capable de donner juste en visualisant, pardon, l'évolution du trésor sur toute l'année. Par contre, je vais bien lui dire, fais attention, fais-moi ce placement de compte à terme sur 6 mois, mais pas beaucoup plus, parce que sur la fin de l'année et le début de l'année, on est sur des tendances qui sont pas du tout les mêmes. Voilà. Et enfin, un tableau du dessous, c'est un petit peu, donc non plus l'évolution, enfin, c'est l'évolution de trésorerie, mais expliqué par les différents types de flux. Donc, grosso modo, ici, j'ai une couleur, une espèce de saumon, donc tous mes encaissements clients. Et en dessous, bah, souvent hop là, voilà, mes collectifs fournisseurs qui sont réglés au fur et à mesure, ce qui me permet d'expliquer aussi au client le pourquoi du comment de l'analyse de la trésorerie et lui faire mes conseils en fonction de ça. Voilà, c'était le petit tableau que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, il y a une question sur, mais au niveau du sourcing des données, tout ce qui est benchmark, etc. Comment est-ce que vous faites? Alors, il y a un outil que j'aimerais bien vous montrer très rapidement. C'est quelque chose qui s'appelle Atometrix. C'est des gens qui sont formidables que j'ai rencontrés à Paris il y a 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. Je leur fais un petit coucou s'ils sont pas très loin. Atometrix, pour information, c'est ceux qui ont été utilisés. Ils ont fait un partenariat avec l'Ordre des experts comptables pour créer la solution qui s'appelle JeDataVis. Hop là. Alors, je vais me connecter. Il faut vraiment que je vous montre ça parce que c'est un outil dans lequel j'ai trouvé des données et notamment des données historiques du style à combien sont achetés les fonds de commerce en moyenne dans tel secteur d'activité. Euh, donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc, c'est un abonnement mensuel, on paye tous les mois. On fait pas de publicité, on n'est pas là pour ça, mais c'est vraiment pour montrer les outils qu'on utilise au quotidien. Il y en a d'autres qui existent, mais là, c'est vraiment ceux qu'on utilise nous dans notre quotidien. Donc, ça se présente comme ça. Vous voyez la page relativement simple. Secteur d'activité, On par voit exemple. pas, hein. Allez. Ah, on voit pas? Pourquoi On on voit voit pas? on voit toujours ton Power BI. On voit pas. Attends, excuse-moi. Hop là, partager. Voilà. Est-ce que c'est mieux, Christelle? Oui. Ok, nickel. Voilà. Donc, Atometrix, hop. Donc, on me demande un secteur d'activité, une localisation. Donc, par exemple, on va prendre restauration traditionnelle à localisation. Christelle, tu es dans quelle ville déjà? Compiègne. Compiègne. 59 200. 60. 60, pardon. Et pourquoi 59 200? C'est quoi cette adresse là? 60 200. Ouais. Allez, hop, c'est parti. Donc, Compiègne. Attendez, je vais mettre ça en Voilà, c'est bas. un peu peut-être rue du Camp de Compiègne. C'est peut-être un peu Non, c'est pas grave. Après, c'est la ville qui très m'intéresse. précis. Donc, je vais accéder à l'étude de marché. Voilà. Donc, en l'espace de moins de 30 secondes, je vais accéder à, je sais pas si on voit bien, voilà. Donc, ici, des stats régionales et nationales s'il y a besoin de tout ce qui est chiffre d'affaires, taux de marge, poids des charges de personnel, nombre de salariés moyens, salaire mensuel chargé par salarié. Donc, vous voyez, ça, c'est si vous avez c'est la première fois que vous avez un client qui a un restaurant à Compiègne, bah, vous pouvez lui dire d'office, bah, voilà, au niveau de la médiane, on est sur un salaire moyen chargé à 2500 euros. Si c'est votre premier restaurant, ça peut être, ou si vous en avez que 2 ou 3, ça peut être vachement sympa. Donc voilà, tout un tas de données un petit peu financières. La localisation des restaurants à Compiègne. Alors malheureusement, ça ne nous dit pas encore si on y mange bien ou pas. Donc ça, il faudra plutôt demander à Christelle directement. Ici, vous avez voilà, les ventes locales de fonds de commerce. Et ça, c'est vraiment une donnée qui me manquait moi dans tout ce que j'avais. Donc vous avez toutes les dernières ventes de fonds de commerce, de restaurants qui ont eu lieu à Compiègne, avec les prix de vente de chacun des restaurants. Et de temps en temps, avec des stats, un multiple en pourcentage de chiffre d'affaires, etc. Donc vous avez les coordonnées, les numéros SIREN des acheteurs, des vendeurs. Vous avez tout ce qui est vente immobilière depuis 2014, de tout ce qui est, ouais, si je veux que les locaux commerciaux, hop là, sur des restaurants qui ont eu lieu à Compiègne ces dernières années. Équipement investissement, ça peut être des choses qui sont vachement intéressantes, surtout ce qui est prévisionnel au début. Je passe très vite, hein, mais n'hésitez pas à les contacter. Et quelques points de vigilance, voilà. Toc, 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 avec des contextes de secteur, les profils des dirigeants au niveau national, quelques informations sur les pros. Voilà, c'est un outil que j'utilise énormément. Autre chose, alors c'est quelque chose qui existe depuis un petit bout de temps déjà pour ceux qui sont experts comptables, qui s'intéressent à la donnée et qui font beaucoup d'évaluations immobilières. Ils ne vont pas prendre grand-chose ici.
Mais pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a un outil qui s'appelle DVF Etalab. Donc, DVF Etalab, c'est de l'open data de l'État, hein, sur tout ce qui est données financières. Et là, alors, je ne vais pas chercher à valoriser un restaurant. Mais par exemple, si j'ai mon client toujours à Compiègne qui veut acheter un parking ou un appart sur Compiègne pour pas être très loin de son restaurant. Hop, on est dans l'Oise, Compiègne, c'est bien ça? Oui, oui. Nickel. Merci. Donc alors ça, c'est un outil de l'État, c'est complètement gratuit. Vous tapez Etalab DVF sur Google, vous tombez dessus immédiatement. C'est pas un outil qu'on a créé nous-mêmes. Donc ici, je vais chercher Compiègne. Hop, 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 hop. Il est ici. Il est où? Il est là. Voilà, Compiègne. Donc, bon, après, si on connaît la section cadastrale, sinon on va chercher un petit peu le plan. Alors là, j'ai un truc qui ressemble à un centre-ville. Allez, hop, je vais venir par là. Voilà. Et donc là, immédiatement, bah, j'ai en bleu tous les endroits où il y a eu des ventes immobilières sur les 5 dernières années, si je dis pas de bêtises, hein, sur les 4 dernières années. Et en cliquant sur n'importe quel carré bleu, je vais pouvoir voir des informations à droite, hein, donc avec l'adresse, le prix de vente, la date de vente. Si je clique un petit peu là, j'ai un petit peu plus d'informations. Et enfin, donc ça, c'est quand même assez génial quand vous avez quelqu'un qui vous demande, ouais, je veux acheter un appart, un local commercial, un terrain, mais je ne sais pas trop si je me fais avoir au niveau du prix ou pas. Et si vous voulez faire quelque chose d'un petit peu plus chiadé avec des informations et un petit peu de stats, vous pouvez télécharger les mutations de la section. Ça vous envoie toutes les informations sur Excel. Écoutez, moi, là, c'était il y a 1 an et demi, un client qui me dit, je veux acheter un garage à côté de chez moi. En l'espace de 15 minutes devant le client, on a réussi à lui dire, bah, écoute, le client, le vendeur qui veut te vendre ça 45 000 euros, écoute, franchement, propose-lui 30 000, ça vaut pas plus. Et ben, il a rappelé le vendeur et bah, il a acheté son garage à 30 000 euros. Voilà. Donc, en un quart d'heure, je ne vais pas dire qu'on l'a fait gagner 15 000 euros, mais en un quart d'heure, le client, il savait combien acheter son garage. Il est sorti de là, il était hyper content. Voilà. Donc, on vous a parlé d'Etalab, d'Atometrix. Donc, jetez un coup d'œil à Jeux si vous voulez. Donc, Jeux logiciel de l'ordre qui est en ligne avec tout ce qui est je déclare, je facture, etc. Jeux ils parlent vraiment d'Atometrix. Ils ont rajouté un petit peu de data derrière. Donc, n'hésitez surtout pas à y aller. En outils qui vont utiliser de la donnée derrière, on a un outil qui s'appelle Quanta. Quanta, c'est des gens qui font tout ce qui est lutte anti-blanchiment en automatique. Ils vont récupérer de la donnée auprès de l'INPI, auprès de l'INSEE, auprès de l'ARPEC et auprès du GAFI. Donc, ces données, ils vont chercher quoi? Ils vont aller chercher tout ce qui est liste des pays à risque, liste des secteurs d'activité à risque et ils suivent en permanence l'évolution de ces risques-là. Du coup, en utilisant Quanta, vous avez accès à un outil d'analyse des risques et comment dire, vous répondez vraiment à toutes les obligations, à toutes nos obligations en tant qu'expert comptable ou de commissaire à compte d'analyse des risques et d'acceptation et maintien de mission. Et ça va souvent au-delà des simples questionnaires qu'on pouvait remplir peut-être à l'époque. Peut-être que certaines d'entre vous en sont encore là à ce niveau-là. Donc, n'hésitez surtout pas. Ça me donne accès à des bases de données et remplir nos obligations de façon concrète, nette et précise. On a parlé tout à l'heure de la formation du wagon, Christian. Donc, effectivement, le wagon a fait un partenariat avec l'Ordre. Ça fait maintenant 4 ans, si je dis pas de bêtises. Et donc, il a été constitué une petite société à côté qui s'appelle Haddock Learning, qui fait tout ce qui est formation pour tout ce qui est données pour les experts comptables. Donc, 2 exemples très concrets. Si vous voulez apprendre à utiliser Power BI et à le connecter à ACD, je prends l'exemple d'ACD parce que c'est celui qui me vient à l'idée, que ce soit pour la gestion interne ou pour la partie comptabilité de vos clients, bah, ils font des formations. C'est des modules de quelques heures qui sont en ligne. Vous connectez vos bases de données et les faire interagir. Voilà. Je voulais rebondir aussi sur la question de Quentin qui Oui, demandait comment partager le Power BI avec son client qui se situe en dehors de son organisation. Tu avais répondu avec une licence Office. Oui, en fait, le client peut avoir une licence Office, lui, gratuite. Et toi, en fait, tu dois juste avoir une licence pro Power BI, c'est 8,40 € par mois pour pouvoir partager avec lui ton tableau de bord nickel. que tu lui as construit. Nickel, nickel. Donc 8 euros par mois. Bon, derrière, on refacture, hein, Christelle. En fait, attends, ton abonnement à toi te coûte 8,40. Tu peux en Ouais, faire 100, ça coûtera toujours que 8,40, hein. ouais, ça marche. Ça marche, ça marche. Est-ce qu'il y a des questions et réponses auxquelles on n'aurait pas répondu? Alors, Quanta, Raphaël, ça s'écrit K-A-N-T-A. Voilà. Donc, encore une Moi, je fois, l'utilise depuis 1 an. J'en suis très satisfaite de Quentin. En plus, ils viennent de faire une levée de fonds à 1 million oui, je crois d'euros. qu'ils ont 20 millions d'euros, tout à fait, Ouais, absolument. c'est J'étais ça. sur ce congrès
Ils étaient top. Donc, Annex et Alsace, pardon, nous pose la question sur le tarif d'Atometrix. Alors, je ne l'ai pas de tête, hein, mais je te laisse les contacter. Ils sont hyper cool. Donc, tu vas sur le site atometrix.fr.com. Je crois même que le tarif est sur leur site. Sébastien, un outil d'analyse des risques conforme à la démarche CAC. Et alors, écoute, Sébastien, donc nous, au sein de notre cabinet, on fait du commissariat aux comptes. Après, en termes d'analyse des risques, donc nous, on utilise Revise Audit. Après, il y a plusieurs outils qui font de l'analyse des risques. J'ai pas d'outils en particulier à te fournir. Désolé. Baptiste, sur l'intégration d'un fake dans Atometrix. Alors, on peut intégrer un fake dans GeoDataVis qui utilise Atometrix. Voilà, donc, dans Atometrix directement, on ne peut pas intégrer de fake. On peut par contre, sur Atometrix, vous voyez encore mon écran ou pas? Oui. Sur Atometrix, par contre, ce que je peux faire, c'est de mémoire faire une. Ouais, si je reprends ici restaurant, je prends Paris. Hop, Paris-Brignoles. Je peux faire par contre, voilà, valoriser un fonds de commerce. Donc là, il va me demander trois informations. Chiffre d'affaires. Allez, imaginons, je fais un chiffre d'affaires de 500 000 euros avec un EBE à 55 000 et un effectif total à, soyons fous, allez, 6 personnes. Voilà. Et vous voyez, en quelques instants, il m'a donné une valorisation. Donc, il me dit que mon resto, il vaut, selon les approches, donc multiple de BE d'effectifs ou de chiffre d'affaires, dans les 420, 490, 420, Et par contre, la 430. DCF, là-dedans, on l'oublie, quoi. S'il n'y a pas de Ouais, tout à marché, s'il fait. n'y a pas Bon, de non, potentiel, tout tout à va fait. bien, quoi. Non. Après, voilà, c'est souvent automatique, donc je m'en sers pas pour faire une évaluation avec un rapport d'évaluation à mon client. Mais par contre, quand un client m'appelle en me disant, Romain, j'ai une offre d'enfer, mais il faut que je réponde à 14 heures sur un restaurant, voilà les principaux chiffres. Bah, s'il me dit, voilà, le mec en veut à 700 000 euros et qu'en quelques secondes, je lui dis que ça en vaut pas plus de 300, bah, je vais dire tout de suite, bah, écoute, non, tu laisses tomber. Mm, On fuit. Or, faut vraiment regarder en très, très vite, hein. Un spectateur anonyme Tu, qui me dit tu payes combien à Tometrix, je sais plus. l'annexe Alsace également? Franchement, je sais plus. Ce que je disais tout à l'heure, allez voir sur le site actuellement. Je crois qu'il y a le pricing dessus. Voilà. Donc, Baptiste le fait qu'on peut intégrer, non pas dans Atometrix, mais dans Jeu DataVis qui utilise Atometrix. Spectateur, la base de données d'Atometrix, ça restera Diane. Alors, il y a deux Diane, effectivement, mais il n'y a pas que. Il n'y a pas que, attention. Et c'est là vraiment la base Diane, on peut l'utiliser depuis des années, voire des décennies dans des outils qui s'appellent RCA par exemple. On va un petit peu, on va même bien au-delà de ça. On a tout ce qui est dans Atometrix, vous allez trouver aussi tout ce qui est évaluation des prix moyens du marché de l'immobilier, par exemple, sur des locaux commerciaux. C'est pas des choses que j'ai trouvées sur Diane forcément à ce jour. Voilà. Tac, 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 tac. Alors Stéphane Régnier qui nous parle de lier tout ça à l'IA. Alors, dans Power BI, on ne vous l'a pas montré forcément, mais ça commence à devenir assez sympa. On commence à avoir des versions Power BI. On peut commencer à lui demander, bah, tiens, Poser une trouve-moi question. Mm. un petit point d'interrogation, on clique dessus, il va essayer de vous dire, bah voilà, il y a eu l'augmentation, je sais pas moi, du chiffre d'affaires parce qu'il s'est passé ça, ou l'augmentation ou la baisse de la masse salariale parce qu'il s'est passé ça juste avant. Donc, on commence à avoir des outils de data visualisation qui commencent de façon appréciable à nous fournir des débuts d'explication. Et effectivement, Christelle nous en parlait tout à l'heure, on attend énormément Copilot. Je ne crois pas qu'il soit sorti encore, peut-être sur des versions bêta. On attend énormément après Copilot. Copilot, c'est un peu le chat GPT de Microsoft, hein, Oui. qui doit être en train de s'intégrer petit à petit à toutes les versions Office 365 au début. Donc, on va commencer à avoir du Copilot dans Excel, dans Word, dans PowerPoint, dans Power BI, etc., etc. Voilà. Julien, pour la différence de fonctionnalité entre GeoDataVis et Atometrix, je pense avoir répondu à la question, j'espère. Tac, tac, tac. Alors, Jean-Baptiste nous parle effectivement de l'outil BI Audit de nos amis de la CNCC, qui est plutôt performant, mais limité aux données comptables. Donc, effectivement, et je crois que si je dis pas de bêtises, c'est Éléonore, une experte comptable qui a été diplômée la même année que moi, qui avait reçu un prix pour son mémoire aux universités d'été à Paris en 2019, qui nous a concocté ça avec
avec des confrères et des consoeurs au niveau de la CRCC parisienne, si je dis pas de bêtises, un outil qui s'appelle VizNow, si je dis pas de bêtises, Christelle. Ouais, Je, j'ai pas je en tête. crois. Donc effectivement, ils ont créé un outil complet d'analyse de données financières basé sur le FEC. Vous intégrez un, deux ou trois FEC. Voilà, c'est celui-là, c'est VizNow. Et derrière, ça vous sort tout un tas. Donc c'est des templates qui ont été créés par ces gens-là. Ça vous sort tout un tas de métriques, d'analyses. Ça va vous créer tout ce qui est état financier et vous donner ça, pas mal d'informations sur tout ce qu'on peut ressortir d'un FAQ. Donc, effectivement, n'hésitez surtout pas à aller chercher du VizNow. Je crois qu'il faut être commissaire aux comptes pour pouvoir y accéder. Et je crois aussi que certaines compagnies régionales ont noué des partenariats avec la compagnie régionale de Paris pour pouvoir en faire bénéficier aussi à leurs commissaires aux comptes. Donc, n'hésitez pas à contacter soit la CRCC Paris, soit le site VizNow directement. Voilà. Romain, il faut Oui, qu'on clôture ce café. allez, Je c'est suis parti. désolée. On va Il y a des conclure. personnes il y a des personnes qui ont encore des questions, notamment Verdier. Avec quel outil faites-vous vos évaluations financières? Vous pouvez nous contacter directement. Enfin, moi, je suis open. Si vous me contactez via LinkedIn, je répondrai avec plaisir. Mais là, malheureusement, il faut vraiment qu'on clôture. J'ai une alerte de ECF. On a encore en plus quelques slides à préparer, à présenter, mais je pense qu'on essaiera peut-être de faire sous un autre format que les Clairement. cafés numériques pour que ce soit, voilà, pour que personne se sente frustré et qu'on aille jusqu'au bout de la démarche. Ouais, parce que là, on a quand même dépassé de plus de 15 minutes. Euh, Non, on est pas mal, je pense, hein. On a fait un ouais, sacré tour. c'est ça, c'est ça. En tout cas, n'hésitez pas si ce café numérique vous a plu, de le partager, donc de partager le, le- la vidéo YouTube qui sera bientôt diffusée dans les prochains jours. Et surtout, n'hésitez surtout pas à adhérer à ECF pour faire partie de notre grande famille et peut-être faire partie de la commission numérique comme Romain et moi-même. On a toujours Oui, de bonnes carrément, idées à récupérer. carrément, carrément. Un immense merci à toutes et à tous. Merci à tous. À très vite hein, pour un café numérique. Peut-être d'ici la fin de À l'année. bientôt. Un grand merci, à Ciao. bientôt.